Alors aujourd'hui, petite vidéo rapide pour apporter quelques précisions sur la question du câblage qui revient assez régulièrement. Donc, l'importance du câblage sur des machines à commande numérique, il est assez crucial et central. C'est pas pour rien que des machines professionnelles sont équipées de ce genre de petites choses, à savoir des chaînes de guidage ou drag chain en anglais. Donc ça, c'est pas du tuning, voilà, c'est pas comme Jean-Kévin qui fout des néons partout dans son imprimante 3D, ça n'a rien à voir. C'est une question d'ergonomie de travail et de sécurité, parce que quand les câbles ne se baladent pas, ils sont pas tentés d'aller se loger dans les endroits où ils n'ont rien à faire, comme par exemple les roues des rails qui peuvent éventuellement foutre en l'air un travail ou peut-être potentiellement plus grave, créer des accidents. Donc installer des rails de guidage, c'est absolument pas un délire esthétique, c'est déjà arrêter de se compliquer la vie et arrêter de se battre avec les câbles pour être sûr qu'ils vont pas traîner partout, et sécuriser au maximum son espace de travail. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une gaine tressée à l'intérieur. La gaine, elle a un but simple, de permettre de faire rentrer l'intégralité des câbles qui ont à passer dans le rail. Et une fois que tout le monde est dans la gaine, on fait passer la gaine dans le rail. Ce qui est beaucoup plus simple que de passer des câbles un à un. Autre petit point, ces rails de guidage. Donc certains ont l'idée et l'habitude de les imprimer eux-mêmes. Alors moi je fais partie des feignants qui préfèrent acheter un rail de guidage tout prêt entre 4 et 5 euros sur internet, plutôt que de passer des heures à devoir imprimer un nombre assez conséquent de pièces à assembler derrière. Voilà, donc il y a les deux écoles possibles. Moi, je vais au plus rapide, surtout que je pense quand même que ce type de matériau-là est quand même sensiblement plus costaud que du PLA. Ceci dit, le PLA, vu les contraintes mécaniques, suffit amplement. Concernant les gaines se trouvent également sur internet, hein, donc c'est assez simple à trouver. Donc ça se présente de cette manière-là, voilà. Donc c'est extensible, donc on peut quand même faire passer pas mal de choses à l'intérieur. Moi, j'ai trois tailles différentes, à savoir une gaine extrêmement large, une moyenne et une plus fine. Avec ça, on arrive quand même à se débrouiller, à faire à peu près passer tout ce qu'on veut. Il faut quand même veiller à une chose, votre rail de guidage, il a des dimensions. Donc, à l'intérieur, soyez sûr que, au final, la section de câble globale permettra de faire passer la gaine correctement. Si effectivement vous entassez trop de câbles et qu'au final ça ne rentre pas, vous êtes bon pour changer de dimension de chaîne. Donc, il y a plusieurs dimensions disponibles. Veillez bien à choisir la bonne. Après, bon, c'est pas pour ce que ça coûte, mais quand même. Alors, je vais aborder un cas particulier concernant l'intérêt d'un câblage extrêmement propre et organisé. Alors, cet exemple, il est simple. À titre personnel, j'utilise théoriquement 3 modules, 7 watts, 20 watts et un module léger de 40. Donc, j'ai besoin de pouvoir changer mes modules suivant le type de travail que j'ai à effectuer, bien entendu. À savoir que, forcément, sinon ça ne serait pas drôle, le câblage des modules ne se fait pas de la même manière. Donc, si je dois démonter systématiquement l'installation, ça va vite devenir fatigant. Déjà, au sein de la gamme Orture, on a un léger souci, à savoir cette petite chose qui est le 7 watts. Donc ne vous fiez pas à ça, hein, vous inquiétez pas, ça c'est juste des cales d'épaisseur que j'ai ajoutées pour le monter sur mon support de Z, et je vous montrerai après pourquoi. Donc cette petite chose a un câble d'origine qui est soudé en interne, donc on est coincé, on est tributaire du câble de sortie, et il faut systématiquement substituer le câble d'alimentation du 20 watts pour peu qu'on le possède ou le 15 watts pour pouvoir y brancher le module en direct. Et quand je parle de le brancher en direct, je parle du connecteur relais de la carte mère qui est ici. Voilà. Donc là par exemple, j'ai mon câble d'origine de 7 watts, à ceci près que moi je l'ai coupé et que je l'ai modifié. Et ça je vais vous en parler.
Donc le 7 watts par exemple qui est ici, a le bon goût d'avoir un connecteur de type JST sur sa carte fille qui est ici. Voilà. Donc ça simplifie considérablement les choses. C'est la même chose pour les modules de chez Neige qui sont là, voilà, avec un connecteur JST. Donc dans le cas du branchement du 7 watts, mais en fait, j'ai coupé le câble, je l'ai modifié. Donc nous avons ici le câble terminal qui vient se brancher au relais d'alimentation qui est là. Et ici, nous avons le câble adaptateur que j'ai fabriqué pour pouvoir brancher le module. Donc ça, c'est un petit connecteur JST. J'y ai adjoint tout un système de sertissage. Alors là, c'est simplement une inclusion de la résine époxy, hein, avec de la gaine thermo autour. Ce qui me permet de brancher et débrancher le module à la volée, ce qui n'était pas possible avant, parce qu'il fallait ressortir tout le câble. Je vous laisse imaginer, si vos câbles sont d'origine dans ce type de gaine, si vous devez les sortir à chaque fois, ça va devenir l'enfer très vite. Ici, j'ai le câble d'alimentation du 20 watts, qui est polyvalent. Il va aussi servir à faire la conversion avec le module de 40, car il faut savoir qu'ici, nous avons un connecteur JST 3 broches. Et bien entendu, il faut savoir que le connecteur sur les neigés est un 4 broches, sinon ça ne serait pas drôle. Nous avons exactement la même chose avec le connecteur du 7 watts qui est aussi en 4 broches. Donc nous avons des besoins de conversion et Neige, faisant bien les choses, a mis à disposition pour les gens qui achètent les modules 30 et 40 watts cette petite carte qui va permettre d'avoir du 4 broches et du 3 broches et qui simplifie considérablement les choses en termes de branchement. Donc en l'occurrence, quand j'ai besoin de changer de module, si j'ai besoin d'utiliser mon 7 watts, je branche donc le câble 4 broches ici. 4 broches qui comprend 4 fils, hein, parce que la terminaison du 20 watts à 4 broches aussi, mais il n'y a que 3 fils dedans. Hein. Bon, alors ça, vous affolez pas, c'est pas bien grave. A priori, le seul câble qui n'est pas présent sur le câble d'origine du 7 watts, c'est le câble de gestion de température, et à preuve du contraire, on s'en sert pas énormément. Donc, il suffit simplement de choisir le bon câble et d'utiliser le module qui va avec. Donc je rappelle que dans mon cas, celui-ci alimente le 20 watts et le 40 watts, et celui-ci est dédié au 7 watts. Donc imaginons que j'ai besoin d'utiliser mon 7 watts, mais maintenant l'opération est absolument d'une simplicité totale. Donc, imaginons que j'ai besoin d'utiliser mon 7 watts, mais maintenant l'opération est simplissime. Je n'ai qu'à positionner mon module à sa place et à venir le connecter avec son JST sur le connecteur relais que j'ai installé ici. Voilà, là mon 7 watts est en place. Idem si j'ai besoin de connecter le 20, toc, tirera pas plus bas. La seule chose que j'ai à faire, c'est de venir attraper le câble du 20 qui est ici. Dans le bon sens, ce serait mieux, voilà. Et de venir connecter la terminaison à la carte relais. Donc concernant la connexion d'un Neige 30 ou 40 watts, ça sera la même chose. Vous allez voir que on rentre dans une complexité absolument insoutenable. Donc je prends mon module, je l'installe. Voilà, une fois qu'il est positionné, je récupère son câble d'alimentation. Et là, attention, vous allez voir que a priori, il faut un diplôme en physique quantique pour arriver à le brancher. Donc je vous rappelle que là, nous sommes sur un 4 broches. Donc le 4 broches va aller au 4 broches. Hop. Voilà. Et maintenant, on va récupérer le câble utilisé
par le 20 watts ou le 15, tout dépend ce que vous avez comme module, et venir, voilà. Donc là, votre module neigé est branché. En fait, ce qu'il y a de plus compliqué avec l'adaptation de ce type de système, bah, c'est juste de choisir quel type de montage on va faire pour pouvoir l'installer. Moi, j'ai choisi de l'installer à l'arrière. Je lui ai fait une magnifique petite boîte qui reste ouverte sur l'arrière parce que j'ai pas envie de devoir m'embêter à tout démonter à chaque fois que je veux changer de configuration. Là, on a un petit boîtier qui a été fait avec du PVC extrudé 3 mm. Le PVC extrudé, c'est ceci. Voilà, ça se coupe très facilement. Ça ne se découpe pas au laser, hein, parce que dans PVC, il y a PVC. Et le C, c'est pour chlorine. Donc si vous vous amusez à mettre ça dans un graveur laser, vous allez, a priori, avoir des soucis respiratoires et abîmer votre matériel. Voilà, donc ça, on le répète assez régulièrement. Chauffer de la chlorine, c'est pas une bonne idée. Ça dégage des gaz d'acide chlorhydrique, ce qui n'est pas à proprement parler la meilleure des choses pour les poumons et le matériel. Par contre, au cutter, ça se coupe très facilement, ça se trouve en magasin de bricolage, ça se colle avec de la cyanoacrylate, donc de la superglue, et vous pouvez très rapidement faire ce genre de petites choses avec, et ce qui permet de gagner du temps, plutôt que de fantasmer sur le fait de modéliser un support sous Fusion 360 et de passer 4 heures à l'imprimer. Donc, ça peut vous servir aussi à des choses toutes simples, comme fabriquer ce type de support-là. Donc là, c'est uniquement du PVC extrudé 3 mm, il doit y avoir 4 épaisseurs collées l'une sur l'autre, voilà. Et je m'en suis servi pour une chose aussi qui est assez basique, à savoir mes end-stop, ici, voilà. Donc là, vous avez un magnifique taquet de rallonge pour pouvoir aller contacter le end-stop, qui a dû me prendre, allez, en forçant peut-être 3 minutes à fabriquer. Autre intérêt des rails de guidage, pouvoir fabriquer un passage pour le tuyau du Air Assist. Ça évite aussi que le tuyau se balade n'importe où et qu'on le retrouve à gigoter dans tous les sens. Sur la question du Air Assist, moi j'ai fait un choix, on va dire, universel, dans le sens où, dans la mesure où j'ai 3 modules différents, je ne peux pas, comme dans la plupart des cas, avoir un système de Air Assist qui vienne, par exemple, pour le neiger, se fixer en lieu et place de la vitre ici, ou alors, pour les modules 20 watts comme celui-là, avoir un système qui vienne se fixer sur le pourtour du bas du module. Voilà, parce que s'il faut démonter le Air Assist à chaque fois, là aussi, ça va pas être possible. Donc, j'ai opté pour un système qui peut paraître un petit peu plus casse-pied dans la mesure où, effectivement, il faut systématiquement le repositionner. En soi, ça prend 10 secondes. Je pense que psychologiquement, c'est supportable. Par contre, le gros avantage, c'est qu'effectivement, je peux l'utiliser avec chaque configuration de module. Ça, ce sont des systèmes articulés qu'on trouve et qui servent à la fois pour balancer de l'air ou du liquide. Donc ça, on va l'utiliser en particulier sur les CNC d'usinage pour envoyer du liquide de refroidissement lors des coupes. Après, vous pouvez l'utiliser pour envoyer de l'air à l'intérieur, hein. Donc ça, et ça fonctionne extrêmement bien. J'ai juste ajouté, hop, on va faire un focus dessus, une buse d'imprimante 3D en terminaison que j'ai rentrée en la chauffant afin de rétrécir la sortie et d'avoir un débit d'air encore plus costaud. Je ferai une petite vidéo d'ailleurs sur le compresseur qui va avec, mais un petit peu plus tard. Alors concernant le système d'axe Z, moi j'ai opté pour un système que j'ai trouvé en fait sur AliExpress qui est celui-ci, voilà, qui est un petit peu plus costaud que ce qu'on trouve d'habitude, qui est avec une structure en plexi, tout simplement, et que j'ai modifié pour pouvoir changer mes modules à la volée. Donc très simplement, j'ai ajouté ici une plaque en plastique qui est tirée d'une carcasse d'ordinateur portable, pour pouvoir gagner à peu près 1,5 mm en épaisseur et avancer très légèrement le support afin que le coulissement se fasse correctement. Après, mais à quoi on a une cornière en aluminium qui est sur l'arrière.
Ça, ce sont des plats en acier qui ont été percés, filetés. Là, on a uniquement des tétons en plastique avec des filetages en métal. Ce sont des pièces qui servent normalement pour monter des meubles, hein. Donc ça se trouve en pièces détachées dans les magasins de bricolage. Voilà, donc pièces hautement techniques, un peu flou, mais on voit quand même ce que c'est. Tout ça, ça a été collé à l'époxy métal. Voilà. Là, on a un petit tapis antidérapant qui est un petit peu collant. Voilà, ça fait penser à ce qu'on met sur les vitres pour les décorations de Noël, hein. Ça fonctionne très bien. Donc j'ai trouvé ça en supermarché. Ça permet de ventouser le module quand on le positionne. Là, j'ai un petit taquet ici en aluminium qui sert de reposoir et pour être sûr que tous les modules soient au même niveau. Ça, pareil, c'est collé à l'époxy. Et j'ai fini avec un petit patin qui sert à insérer proprement le module à l'intérieur et qui permet aussi, lorsque l'on visse ces parties-là, de venir hop, appuyer dessus et le tenir fermement. Donc ça, c'est un revêtement qui, à la base, est fait pour le câblage électrique. Voilà, c'est ce type d'adhésif-là. C'est un adhésif avec une structure non tissée, mais effectivement qui fait penser à du tissu. Voilà, ça tient très bien. Donc ça se trouve également en ligne. Moi, je m'en sers aussi pour bloquer des gaines. Je les fais juste derrière. Hop, voilà, ici, ce genre de choses. Voilà, ou dessous. Voilà, ça permet de finaliser des connexions proprement. Et je l'ai également ici. Voilà. Donc après, le principe, il est simple, hein. On prend le module, on l'insère, et après, on visse. Voilà. Et ça ne bouge plus. Donc je vais terminer avec cette partie-là. Ce sont des tendeurs de courroie. Donc ceux-là sont imprimés en 3D. On ne trouve pas pour le moment, alors à moins que ça ait changé, mais en tout cas depuis la semaine dernière, j'ai pas l'impression, de STL pour pouvoir les imprimer soi-même. On trouve effectivement des fichiers pour les mêmes types de tendeurs pour des imprimantes 3D. Pour l'instant, pour les machines Ortur, ça j'en ai pas vu. Je pense que les gens gardent un peu le fruit de leur modélisation pour pouvoir le vendre. Donc en l'occurrence, les pièces s'achètent imprimées. J'ai acheté le pack de 3 pour à peu près 17 € sur Etsy. Je mettrai le lien hein, dans la description de la vidéo. Ça, c'est absolument simplissime à monter. Ça prend un quart d'heure pour monter les 3. Ça peut être l'occasion aussi de changer les courroies pour des courroies de qualité supérieure. Voilà. Une fois que c'est monté, c'est pas compliqué. Vous avez effectivement voilà, votre système de tension qui est géré en bout de course ici. Et ça simplifie considérablement la maintenance de la machine. Donc on n'est vraiment pas du tout dans le cadre du gadget. C'est une modification que je vous encourage à faire si vous voulez arrêter de vous emmerder avec la vis et la rondelle d'origine. Alors petit point de précision, dans la mesure où vous faites le choix d'installer des chaînes de guidage, n'oubliez pas que vos câbles d'origine sont trop courts. Donc il faudra les rallonger. Donc pour les rallonger, je vais vous montrer en vitesse quel type de matériel vous devez disposer. Je ne vais pas faire un tuto de soudure, il y en a plein, c'est pas compliqué. Par contre, prenez garde à une chose. Moi, je fais le choix souvent de changer les connecteurs et de mettre des connecteurs neufs sur des câbles neufs, parce que j'aime pas qu'il y ait un câble tronçonné avec 15 points de soudure dessus, hein, c'est pas de toute façon recommandé. Moins il y a de coupures sur un câble et mieux ça fonctionne. Là, on a un petit souci avec cette machine-là, c'est que la machine possède un connecteur, voilà, qui est un connecteur JST extrêmement particulier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un connecteur unique qui va vous permettre d'avoir votre X et votre Y dessus. Donc, à moins que vous ne retrouviez ce connecteur-là, et je vous avoue que moi je ne me suis pas emmerdé à essayer de le chercher, ça va être compliqué de le changer.
Donc prenez vraiment bien garde à ça. Ne vous amusez pas à changer les connecteurs et à mettre 2 JST indépendants, parce qu'a priori, ça ne rentrera pas. Concernant le fait de rallonger les câbles, il y a 2 possibilités, hein. Soit vous prenez le câble d'origine et il faudra venir couper, insérer une longueur de câble, ce qui implique de faire une soudure à un premier niveau et une soudure à un deuxième, et des 4, bien entendu, hein, parce que là vous avez 4 fils à souder, donc ça fait 8 points de soudure. Ça fonctionne. Après, on va dire que l'élégance et l'aspect pratique voudraient qu'on limite au maximum le nombre de soudures, donc à savoir prendre une longueur de câble plus grande, venir changer le connecteur terminal, donc le connecteur JST, pour en mettre un tout beau tout neuf, et se contenter de 4 points de soudure pour venir récupérer le connecteur d'origine à la carte mère. Voilà. Après, il y a 2 écoles, les 2 fonctionnent. Ça, c'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, dès qu'on commence à s'aventurer sur le chemin de la modification des câbles, il faut un minimum de matériel. Donc, déjà, une bonne pince à dénuder. Ça, c'est absolument obligatoire, sinon vous allez vous énerver très vite. Les câbles sont petits, c'est pas forcément simple à dénuder proprement sans la bonne pince. Une pince à sertir pour les câbles JST. Donc ça, c'est un type de pince qui est assez bien fichu. Il y a des types de mâchoires qui sont dédiés au connecteur JST. Voilà, ça en l'occurrence, c'est celles qui sont montées dessus. Vous avez, ceci dit, généralement une petite mallette qui va bien avec tout un tas de mâchoires différentes et une magnifique petite carte explicative qui vous explique à quoi servent chaque type de mâchoire et pour quel type de connecteur. Donc avec ça, vous êtes en capacité de sertir à peu près tout et n'importe quoi. Les connecteurs JST, ça s'achète avec de magnifiques boîtes de ce type-là. Alors, quand je dis que ce type de pince est absolument nécessaire, c'est pour une bonne et simple raison. Si vous n'avez pas le matériel adapté, essayer de sertir du JST va surtout vous amener en hôpital psychiatrique. Voilà, parce que vous allez finir par vous énerver et éventuellement tout balancer par la fenêtre. Les connecteurs JST se présentent de 2 manières. Vous avez classiquement les connecteurs type femelle avec un focus, ce sera mieux, voilà. Et les connecteurs mâles. Alors, les connecteurs mâles se sertissent en utilisant ce type de petites choses, évidemment. Voilà. Je vais vous montrer quand même la taille du truc par rapport au doigt. J'espère que, voilà, vous comprenez pourquoi, sans une pince adaptée, ça va très vite mal se passer. Et outre la pince adaptée, je ne saurais trop vous recommander d'investir dans ce genre de matériel. Donc moi en l'occurrence, ce sont de magnifiques lunettes grossissantes. Donc c'est un système que j'ai acheté, pareil, hein. Désolé pour le mouvement de caméra. Avec 4 types de grossissement différents. Là je suis en grossissement x5. Et c'est pas du luxe quand on tripote ce genre de petit machin. Par contre, l'association loupe et pince à sertir, je vous garantis que sertir du JST, ça devient une partie de plaisir. Concernant ces connecteurs-là, après, normalement, ils sont faits pour être soudés sur un PCB, à savoir une carte électronique. Là, en l'occurrence, je m'en suis servi pour faire des rallonges de câbles. Donc, je me suis contenté de faire un petit coffrage autour en utilisant du PVC extrudé. De cette manière-là, vous imaginez qu'il y a le même de l'autre côté et un troisième en terminaison pour fermer, et je coule de la résine époxy dedans, point barre. Ça permet, une fois que les câbles sont sertis dessus, de tout emprisonner dans l'époxy, ça ne bouge plus. Ce que je vous recommande sur ce type de connecteur, c'est de câbler votre fil électrique avec le petit connecteur qui est ici,
de venir y mettre de la gaine thermo autour. Donc la gaine thermo, je rappelle que c'est ce genre de choses qui se rétracte quand on le chauffe, ce qui permet de venir isoler le connecteur. Une fois que le connecteur est isolé, on va aller le brancher directement sur le picot, voilà, comme ceci. Donc vous imaginez qu'il y a le fil derrière, et si cet autofocus veut bien éventuellement, voilà, on va y voir quelque chose. Donc là, bon, il n'y a pas le fil, il n'y a rien du tout. Une fois que les cadres sont positionnés, c'est là que vous pouvez faire un petit coffrage autour et couler l'époxy. Ça ne bouge plus. Concernant les soudures sur les câbles eux-mêmes, quand on doit souder deux câbles ensemble, il y a deux écoles. Il y a celle du poste à souder et de la gaine thermorétractable. Hein. Donc vous insérez de la gaine thermorétractable sur une partie du fil, vous prenez vos deux fils, vous torsadez, vous soudez, vous ramenez la gaine au milieu, vous chauffez. Alors pour chauffer, par contre, je vous recommande plutôt un pistolet à air chaud, plutôt qu'un briquet. Avec un briquet, on a vite fait de trop chauffer et de cramer en fait. Hein. Pour les pistolets air chaud, je vous recommande ces petits modèles de hobbyistes, voilà, qui sont normalement faits pour des petits travaux, qui vont très bien, qui font fondre l'étain sans problème. Alors pas des quantités astronomiques, mais ça fonctionne très bien. Ça, c'est le type de matériel que vous pouvez trouver notamment chez Action à moins de 10 balles. Et c'est absolument parfait pour tout ce qui est gaine thermo. L'option la plus simple, quand vous avez besoin de souder des câbles entre eux, ce sont les cosses à sertir thermorétractables. Donc là, vous avez des cosses avec de l'étain au milieu. Très simplement, vous rentrez chaque partie du fil à souder à l'intérieur. Idéalement, vous le torsadez, vous ramenez la gaine au milieu, histoire d'avoir la pièce d'étain à fondre pile sur les deux parties du fil qui ont été jointes, et après, il n'y a plus qu'à chauffer. Donc ça se chauffe très bien avec un pistolet à air chaud, ça va fondre, ça va souder les deux parties ensemble, et la partie qui est ici, étant thermorétractable, ça va en plus donner de la résistance mécanique, parce que forcément, ça va venir enserrer les fils. Donc vous avez des codes couleurs sur ces types de produits-là, qui donnent le diamètre. Donc en l'occurrence, pour des petits fils comme les nôtres, pour tout ce qui est câbles de moteur et autres, on va plutôt partir sur les cosses avec des bagues blanches, parce que ce sont les plus fines en termes de diamètre. Et avec ça, vous pouvez extrêmement facilement rallonger vos câbles sans passer des plombes avec un fer à souder. C'est la solution feignant, mais qui moi personnellement me va bien. Et qui au final vous assure surtout que vous aurez des soudures qui seront propres et qui seront solides. Donc cette vidéo artisanale est terminée, donc prenez du plaisir à améliorer vos machines, mais surtout investissez dans leur sécurité, parce que vu ce qu'on a en sortie, on n'est jamais trop prudent.